Christiane Taubira est de passage au Maroc à l'occasion du festival Littérature itinérante qui, pour sa 4e édition, a fait escale ce week-end à Fès. L'occasion pour nous de la recevoir, d'en fait entrer l'invité. Femme de lettres, militante de la première heure, elle a été notamment garde des Sceaux, femme politique engagée qui sait et se bat encore contre les injustices. Tous les obstacles qu'elle a traversés ne l'ont pas affaiblie, bien au contraire. Ils l'ont rendue plus forte partout où elle prend la parole. Elle le fait la tête haute. Dans son discours, le respect de l'autre devient le maître mot. Madame Taubira, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir parce que je connais votre réputation. Je suis déjà venue dans votre pays et je connais votre réputation à vous. Donc j'ai beaucoup de respect pour vous. Et vous ne pouvez imaginer le mien. Ce que l'on aime, nous, journalistes, chez vous, Madame Taubira, c'est votre force du parler. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Et la force des mots. Il y a eu une rencontre importante ici à Fès où vous êtes intervenue. Je disais que le mot respect venait très souvent dans votre bouche. Le respect de l'un de l'autre. Et dans la société, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il prend un sens tout autre. Le respect, pour moi, est effectivement une valeur essentielle. Le respect de soi, c'est-à-dire toujours créer les conditions pour garder la tête haute, conserver sa dignité, même dans la situation de plus grand dépouillement matériel, même dans la situation de plus grand désavantage, lorsque on est propre au sens de respect de ses valeurs, qu'on est fidèle à soi-même, qu'on est fidèle à un idéal, qu'on respecte sa propre éthique, toujours rester digne. Ça, c'est essentiel, mais ça vient de mon milieu social. Je viens d'une famille monoparentale, d'une famille pauvre, pas très pauvre, au sens où ça n'était pas vraiment de la misère, mais c'était une famille pauvre quand même. Et pour ces raisons-là, le nom, la dignité, le respect de soi, c'est vraiment essentiel. Et quand on se respecte soi, on comprend l'importance de ne jamais humilier l'autre, de ne jamais manquer de respect à l'autre, de ne jamais écraser l'autre. On a profondément le sens de l'égalité au sens ontologique du terme, c'est-à-dire nous appartenons à l'espèce humaine, nous sommes des humanités différentes, mais nous sommes unis par le fait que nous sommes des êtres humains. Et donc respecter la dignité, c'est important. Madame Taubira, ça fait maintenant plusieurs années que vous publiez des ouvrages, romans, nouvelles. On se souvient notamment de l'esclavage raconté à ma fille, qui a eu un énorme succès, Code noir de l'esclavage aux abolitions, Égalité pour les exclus, Parole de liberté. Qu'est-ce que représente pour vous l'écriture, un échappatoire ou un devoir de mémoire? Alors l'écriture, c'est d'abord du partage. C'est d'abord du partage parce que en écrivant, je dialogue. En écrivant, je m'adresse à des personnes parfois qui sont très précisément dans ma tête, ou parfois des personnes imaginaires. J'ai envie de dire des choses à la jeunesse de Fès, par exemple. J'ai envie de dire des choses à la jeunesse du Maroc, d'avoir confiance en elle. D'avoir confiance en elle, quelles que soient les difficultés du moment, quel que soit l'état du monde, qui est un état plutôt déprimant, d'avoir confiance en elle. Elle va modeler le monde à son image et donc forcément le monde sera plus beau. Donc c'est le premier message que je donnerai. Et puis après, il y a des messages plus individuels parce que je suis très, très attentive aux individualités, aux personnalités. Donc écrire pour moi, c'est d'abord partager. Et donc c'est avec humilité que j'écris, à la fois avec humilité et ardeur. J'écris comme si j'avais une sommation intime, comme si je ressentais l'importance et l'urgence de dire des choses, sinon j'estime je peux aller chanter, quoi. Je peux aller chanter. Je le disais en introduction, vous avez toujours été une femme très engagée pour les droits de tous. Quel est votre regard, je parlais de nos sociétés, ce que nous vivons, quel est votre regard face à la montée du populisme, l'extrémisme? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, au lieu de nous rapprocher, nous séparent, tentent en tout cas de nous séparer, parce qu'ils n'y parviennent pas? Alors, il y a des personnes qui sont dupes d'un certain nombre de discours idéologiques, des discours de crispation, de repli sur soi, de rejet des autres, de culpabilisation des autres, de mépris, de haine, etc. Il y a des personnes qui sont dupes de cela. Il y en a qui ne sont pas vraiment dupes, mais qui trouvent leur compte et qui cultivent. Et puis, évidemment, il y a les leaders de ça. Je n'ai rien à dire aux leaders parce que je pense que ce sont des fumistes, je pense qu'ils sont malhonnêtes, je pense que ce sont des personnes qui ont suffisamment d'expérience politique, suffisamment de culture, et si elles n'en ont pas, ils n'ont qu'à dégager, parce que si on n'est pas instruit au sens où on est curieux des autres, on est curieux de l'histoire, on est curieux des inégalités, des injustices du monde, et comment créer la justice, etc., sinon pas
qu'ils dégagent de là parce qu'ils ne sont pas légitimes à vouloir traiter du destin commun. Donc il y a des gens mais il y a des personnes qui sont dupes. Et c'est à ces personnes-là que j'ai envie de dire des choses. D'abord, la première chose que je leur dirais, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans la difficulté matérielle et qui ne glissent pas vers la haine de l'autre. Et j'ai envie de dire mon respect à ces personnes qui sont dans la difficulté matérielle, qui sont pauvres, qui parfois n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, mais qui pour autant ne cèdent pas à la haine des autres. Donc ça existe et il faut saluer ces personnes-là. Ensuite, moi je dis, regardons la vérité du monde, la vérité des faits, la vérité de l'histoire. Lorsqu'on rejette des personnes sur des prétextes complètement fallacieux, qui peuvent être liés à l'apparence physique, la couleur de la peau, la religion, réelle ou supposée d'ailleurs, qui peuvent être liés à toute une série de prétextes, il faut bien comprendre qu'il s'agit de prétextes. Donc nous sommes fondamentalement humains. Et fondamentalement égaux surtout. Mais l'égalité n'a de sens que du fait de la différence. Si nous étions tous pareils, l'égalité irait presque de soi et on n'en parlerait même pas, on n'aurait pas besoin d'un mot pour cela. C'est justement parce que nous sommes différents que l'égalité a du sens. Donc si des personnes sont dans le doute et ont envie d'entendre quelque chose, je leur dirais ça, je leur dirais que nous répondons tous du monde au sens où nous sommes tous responsables du monde, que nous devons tous le corriger, le bâtir, l'imaginer, et nous ne pouvons le faire qu'ensemble, pas les uns contre les autres. J'aimerais aborder un thème qui nous tient, nous, très à cœur, qui est le thème de la migration. Je suis membre d'un réseau qui s'appelle les Panafricaines, qui regroupe 300 journalistes de télévision, de radio, de presse écrite, de presse digitale également, 300 journalistes des 54 pays du continent. Et nous avions très à cœur de porter notre voix haut et fort sur la migration, et la migration africaine en particulier. Madame Taubira, la mobilité existe depuis la nuit des temps. Comment peut-on aujourd'hui interdire à des populations de bouger? De quel droit peut-on priver autrui de la liberté de mouvement? Vous avez dit aujourd'hui une phrase très importante, je traîne dans le monde, je voyage à travers le monde. Oui, je traîne beaucoup sur la planète, je voyage, voilà, je traîne sur la planète. Je voyage, je vagabonde et je fais des rencontres absolument fabuleuses. Donc l'histoire de l'humanité, c'est d'abord une histoire de nomadisme. C'est très largement, le temps du nomadisme est un temps beaucoup plus long que le temps de la sédentarité et le temps des nations. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille défaire les nations. Les nations sont des cadres politiques au sein desquels les cultures s'épanouissent, se développent, mais ces cultures s'étiolent si elles se retrouvent sans échange. Elles perdent leur oxygène. La vitalité des cultures tient au contact avec les autres, à la rencontre d'autres cultures, d'autres langues, d'autres imaginaires, d'autres façons de vivre le monde. Donc ça, c'est absurde. La circulation, c'est vraiment, c'est presque un état normal de l'espèce humaine. Donc, alors, il y a les États-nations ont figé leurs frontières, et ont élaboré des législations qui les ferment aux autres. Mais c'est juste un leurre, c'est une chimère. Les gens vont continuer à circuler. Et bien évidemment. Les gens vont continuer à circuler. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus choquant, c'est que l'argent circule, les capitaux circulent, les personnes qui ont de gros patrimoines, de gros moyens circulent, ont des bilans carbone absolument scandaleux. Et que la personne qui, dans la détresse, dans la misère, exposée à des guerres, a le courage de se lever et de dire « je mets un pas devant l'autre et je vais ailleurs rencontrer d'autres êtres humains », on lui dit « non, toi tu ne bouges pas ». Donc tout circule, tu n'as pas le droit. sauf les personnes. C'est vraiment une chimère. D'ailleurs, on voit comment les États qui essaient de devenir des espèces de bastions, des forteresses, ces États-là dépensent des fortunes. Que faudrait-il faire? Vous avez parlé de la création notamment d'une agence européenne. Alors, il existe une agence européenne, il existe Frontex, il existe des institutions. Mais tant que les institutions ont pour fonction d'empêcher les gens de venir, elles ne peuvent pas être efficaces.
Elles ne peuvent pas. Les gens risquent la mort. Qu'est-ce qu'on peut risquer de plus grave, de plus définitif, de plus fatal que la mort? Les gens savent, quand les gens partent, ils savent qu'il y a le risque de mourir. Et les que c'est un personnes déchirement partent de quitter quand même, déjà sa propre bien terre. sûr, partent quand même. Mais bien sûr, chacun voudrait faire sa vie chez soi. On quitte sa terre, on quitte ses morts, on quitte des amis, de la famille, on quitte des lieux où on a des souvenirs sentimentaux, on laisse ses livres, on laisse sa grand-mère qu'on aime. Les départs sont des déchirements. Ces départs-là ne sont pas des allers-retours. Les gens qui polluent avec leur carbone, et notamment leur jet privé, pas seulement, ces gens-là font des allers-retours. Partir, ça n'est rien pour eux. C'est rien. Ça n'est rien, c'est une récréation. Alors que pour d'autres, c'est une vie entière. Donc, absolument, c'est un déchirement. Sur leur dos. Donc ça n'a pas de sens de vouloir lutter contre ça. Il faut l'organiser. La migration, nous y sommes tous confrontés, le Maroc également étant la porte de l'Afrique vers l'Europe. Mais beaucoup se disent le Maroc ne peut être le gendarme de l'Europe. La France aujourd'hui, et je m'adresse à la femme politique que vous êtes, je sais que la migration est un sujet sur lequel vous vous battez également. La France aujourd'hui monnaie ses visas au compte-gouttes. Plus de visa même pour nos étudiants pour partir vers la France. Nous avons un attachement particulier à la France et vice-versa. Comment vous décryptez un petit peu ce qui se passe, cette séparation dont je vous parlais dès notre introduction? Vous la comprenez, la politique actuelle de séparation, la politique de la France vis-à-vis du Maroc? D'abord, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'il y a une histoire commune entre la France et le Maroc, avec des moments très douloureux, des moments de terrible injustice, des moments extrêmement graves, mais c'est un compagnonnage qui forcément a créé des relations particulières. En plus, il y a la proximité. Oui. Donc, c'est très paradoxal. Et une communauté très importante marocaine qui vit en France. Bien sûr. Et énormément de Français qui sont installés au Maroc. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est en cela que c'est paradoxal. C'est-à-dire que ça ne relève pas de la rationalité, ça ne relève pas de références intelligibles pour tous, que de dire on bloque l'arrivée des Marocains. Ensuite, c'est d'une vision du monde tellement indigente, c'est-à-dire comment la France peut continuer à se penser grand pays de culture, grand pays de langue partagée, une langue qui a circulé dans des conditions horribles, atroces, mais qui a pris résidence dans plusieurs parties du monde et qui aujourd'hui est le bien commun de personnes qui sont éloignées par des milliers de kilomètres. Quelle vision du monde on peut avoir si la France, qui se pense grande patrie, avec raison, grande nation de littérature, des arts, des lettres, des sciences, se ferme comme ça sur des discours complètement moisis, des discours de peur, de frayeur, des discours défensifs. C'est juste à la fois paradoxal, absurde, et dangereux, y compris pour la France elle-même, quel est son destin dans le monde si elle se replie sur elle-même? Quel est son destin dans le monde si elle n'a plus rien à dire, si elle n'arrive plus à séduire la jeunesse du monde, qui va repartir chez elle, qui va rester imprégnée de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a vécu en France? Si la France n'a plus rien à dire à cette jeunesse-là, c'est qu'elle n'aura bientôt plus rien à dire sur elle-même. Vous avez été candidate à la présidentielle, vous vous êtes retirée faute de parrainage insuffisant. Certains, aujourd'hui, avec les situations actuelles, nous parlons de migration, nous parlons de partage, nous parlons de respect de l'autre. Certains appellent de leur vœu que vous retourniez dans la bataille. C'est encore loin, certes, mais vous restez engagée politiquement? Alors, je suis profondément engagée, même après ma mort, je resterai engagée. Mais je suis très engagée parce que pour moi, l'engagement, c'est vraiment le sens de la vie. Alors, quelle que soit la forme d'engagement, quelle que soit l'intensité de l'engagement. En tout cas, moi, je ne peux pas concevoir une vie égoïste. Je ne peux pas concevoir une vie repliée sur soi-même. Je ne peux pas concevoir une vie complaisante seulement avec soi-même
ou avec les personnes avec qui on est d'accord, les personnes qu'on connaît, etc. Donc l'engagement pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça prend des formes différentes. Ça a pris des formes lorsque j'étais au lycée, au collège déjà. Ça a pris d'autres formes après dans mes engagements professionnels. J'ai décidé de changer de métier tous les 4 ans, par exemple. C'était des formes d'engagement et je choisissais les secteurs d'activité où il y avait de vraies batailles vitales à livrer. Ensuite, j'ai été députée, c'était des engagements politiques, donc plus collectifs. Ensuite, garde des Sceaux. Donc pour moi, l'engagement. Alors maintenant, c'est d'autres formes. Par exemple, c'est la transmission. Je suis très, très attachée à la transmission. Comment on passe le flambeau à la génération suivante, comment on permet à la génération suivante de gagner du temps en lui expliquant le fonctionnement des institutions, l'histoire du monde, les antagonismes, l'origine des antagonismes, le sens des antagonismes, en lui expliquant aussi comment l'avenir est ouvert. Donc voilà, transmettre, c'est important parce que la transmission, c'est du temps. On fait gagner du temps. Donc cet engagement-là, je le conserve. Et puis, mon engagement va prendre des formes différentes. Il va peut-être reprendre des formes militantes, politiques plus strictes. Il va peut-être prendre des formes institutionnelles. Je n'en sais rien du tout. Moi, mais en tout cas, vous retournerez. Non seulement vous continuerez la bataille, mais vous retournerez dans la bataille. Quand on cesse de se battre, c'est qu'on est mort, on est peut-être mort debout, on est peut-être mort vivant, mais on est mort quand même. Donc d'une façon ou d'une autre, je bataillais. Je rêve vraiment de voir la génération suivante monter sur la scène. Ces jeunes, justement, et certains que nous avons rencontrés ici, au Maroc, il n'y avait pas que des Marocains, il y avait également une communauté française. En vous écoutant, disaient de voir une présidente noire en France. Ça aurait beaucoup de sens, et puis ça aurait beaucoup de sens pour le monde, dans la mesure où le monde est ce qu'il est. Le monde est tel qu'il est. Le monde, je veux dire que la plus grande partie de la population du monde, c'est une population qui est issue de rencontres. Alors, d'abord les Amérindiens, les peuples autochtones sur tous les continents, et ensuite les métissages qui ont eu lieu du fait des rencontres, même lorsque c'était des rencontres extrêmement violentes, il y a eu tous ces métissages, cette fameuse créolisation, c'est-à-dire des rencontres culturelles, des rencontres linguistiques, des innovations, des inventions, des créations qui font que le monde est tel qu'il est. Des religions ont été inventées, toutes sortes de syncrétismes linguistiques, artistiques, l'oralité est passée dans l'écriture, etc. C'est ça l'état du monde aujourd'hui. Donc voilà, le monde n'est pas monochrome, il n'a pas de sens. Donc vous serez de nouveau candidate. Pas forcément moi. C'est pour ça que la transmission est importante. Pas forcément moi. Moi, j'ai fait une part du chemin. J'ai ouvert certaines routes. Les électeurs n'ont pas eu la chance même d'aller voter, puisqu'il y a ce à quoi vous avez été confrontés, avoir suffisamment... Vaincu par un règlement. Par un règlement. Voilà, les gens n'ont pas pu aller voter, où qu'ils soient d'ailleurs. Oui, mais c'est... franchement, j'ai du mal à me fixer sur moi-même. C'est-à-dire, j'ai du mal à partir de moi pour penser les bouleversements du monde. C'est pour ça que je vous dis que j'ai hâte de voir la nouvelle génération monter sur la scène. Qu'il y ait une présidente noire en France ou dans un autre pays européen, moi je pense que ça arrivera. Mais ça n'a pas d'importance que ça ne soit pas moi. Ça n'a pas d'importance. Mais qu'il y en ait une, en tout cas. J'ai fait une part du chemin. Voilà, j'ai ouvert... Mais le chemin n'est pas terminé. J'ai ouvert une partie de la route, mais je continue à cheminer. Mais je ne chemine pas seule. Si vous le voulez bien, Madame Taubira, adressez le message que vous souhaitez, une carte blanche à nos auditeurs, à tous les Marocains. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors d'abord, je vais dire aux Marocaines et aux Marocains, merci de m'accueillir si chaleureusement chaque fois que je viens chez vous. Dans toutes les villes où je suis passée, à Fès, ça fait la 5e fois. Et c'est la première fois que je baigne complètement dans la vie marocaine dès mon arrivée, puisque je n'ai pas d'obligation officielle à l'occasion de ce déplacement. Donc merci de m'accueillir tel que vous le faites, parce que c'est l'illustration et la démonstration que nous avons le sens de l'hospitalité, que nous savons recevoir, que sincèrement nous savons souhaiter la bienvenue. Ensuite, je suis toujours très très heureuse de vous découvrir, de vous écouter, de vous entendre, de vous voir et de vous lire. Donc merci pour la part que vous apportez au monde à travers la littérature, à travers les cultures, à travers les chants, les danses, à travers tout ce que vous inventez. Merci pour votre part dans le patrimoine de l'humanité, parce que moi, je le picore, le patrimoine de l'humanité. Merci, et j'ai presque envie de vous dire merci d'être vous. Merci infiniment.